Et je donne maintenant la parole au professeur Jean Joucan. Alors, Jean Joucan est professeur de médecine interne à la faculté de médecine de Brest, mais il est aussi, et je dirais surtout pour ce qui concerne notre motivation aujourd'hui, un des piliers de la pédagogie médicale francophone. Il est rédacteur en chef de la revue Pédagogie médicale, que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore. Je les invite à la découvrir sur le stand du CESU 67, puisque j'ai vu qu'il y en avait un certain nombre d'exemplaires. Et Jean Joucan est très présent, très actif au sein de la Société internationale francophone d'éducation médicale. C'est dire que nous avons affaire à un expert en matière de pédagogie médicale. Et je le remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation des organisateurs du colloque pour nous faire part de son expertise. Je lui donne tout de suite la parole. Et merci beaucoup pour cette présentation très flatteuse, à laquelle j'essaierai d'être à la hauteur. En tout cas, je voulais remercier d'abord tous les promoteurs de ce colloque de m'avoir invité, et notamment bien sûr Thierry Pellassia. J'y suis très honoré. Je suis aussi très honoré de succéder à cette tribune à Jacques Tardif, qui a été l'un de mes premiers maîtres en pédagogie universitaire à partir de 1995, quand il avait monté avec quelqu'un dont nous avons partagé l'amitié, René Yvon, la première école d'été internationale en pédagogie universitaire à Sherbrooke, et qui depuis, comme beaucoup d'entre vous, continue à être un de mes inspirateurs, notamment par ses ouvrages. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble à la manière de rendre compte de la valeur ou de la qualité d'un dispositif de formation en sciences de la santé, dispositif étant employé au sens générique. Alors, cette diapositive, pour tordre le cou à une mauvaise rumeur météorologique et vous convaincre qu'à Brest, il fait beau au moins une fois par jour. Une façon différente de dire les choses, c'est on a eu de la chance cette année, l'été est tombé un dimanche. Voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle d'évaluation en matière d'éducation, et même si cette présentation est un peu didactique et donc réductrice, on peut bien entendu faire référence à l'évaluation des connaissances, ce que l'on sait, des compétences, ce que l'on sait faire, on devrait dire d'ailleurs ce que l'on sait faire avec ce que l'on sait, ou l'évaluation des performances, ce que l'on fait réellement dans des tâches qui peuvent être plus ou moins standardisées ou plus ou moins authentiques. Et Jacques nous a dit qu'il fallait privilégier l'authenticité. On peut aussi faire référence à l'évaluation des institutions et des politiques éducatives qu'elles poursuivent. On peut faire référence à l'évaluation des programmes. La notion de curriculum est assez proche de celle de programme, mais un petit peu plus complexe. Et puis, on peut faire référence à l'évaluation d'un certain nombre d'interventions pédagogiques dans des cours, dans des stages. Alors, d'un côté, on parle d'évaluation des apprentissages. De l'autre, on parle d'évaluation de l'enseignement au sens générique. Et aujourd'hui, la langue anglaise tente à restreindre le terme d'assessment pour parler d'évaluation des apprentissages et à restreindre le terme d'evaluation à l'évaluation des enseignements. Quoi qu'il en soit, on nous invite aujourd'hui de plus en plus à considérer ça en référence à la documentation des impacts, des résultats, des effets des dispositifs. Et certains vont jusqu'à dire qu'on devrait évaluer les programmes, les dispositifs d'évaluation uniquement à l'aune des apprentissages des étudiants qui ont bénéficié du programme. Alors, c'est sans doute un peu réducteur, je serai amené à y revenir, puisque vous savez bien qu'on peut apprendre, bien entendu, dans le cadre d'un programme, on peut apprendre grâce au programme, mais vous le savez bien, on peut apprendre en dehors du programme, on peut même apprendre quelquefois malgré le programme, sûrement pas dans vos établissements, mais dans certains d'entre eux. Alors, aujourd'hui, ces aspects-là sont abordés dans le contexte d'une mondialisation, d'une forte compétitivité, dans le contexte d'attentes sociétales nouvelles, et dans le contexte de compte à rendre au regard du mandat des facultés de médecine. Certains d'entre vous savent qu'il y a eu cette année une réunion du consensus mondial en Afrique du Sud, qui s'intéressait à la manière dont les facultés vont devoir rendre compte de la manière dont elles assument leurs responsabilités sociales. Alors en fait, il y a deux courants qui rendent compte de cette réflexion et qui jusqu'à présent n'ont pas beaucoup communiqué entre eux. Il y a le courant de l'évaluation de programme qui s'est forgé dans le cadre et dans le contexte du monde de l'éducation, des sciences de l'éducation. Et il y a le contexte de la démarche qualité qui a été transposé assez récemment
du monde industriel, de la production des biens et des services, quelquefois sans vraiment de précautions nécessaires. On sera peut-être amené à en reparler. Alors, quelques intentions que je souhaite partager avec vous. Clarifier, d'une part, la notion d'évaluation de programme par rapport à la notion de recherche évaluative qui, à mon sens, pollue beaucoup la réflexion et les esprits sur la manière dont on doit rendre compte de nos dispositifs de formation. Exposer quelques alternatives par rapport à des repères conceptuels, mais rapidement formuler quelques recommandations pragmatiques pour l'évaluation d'un programme au sens générique, c'est-à-dire d'un dispositif de formation. Alors, clarifier d'abord la différence entre la recherche évaluative et l'évaluation. Ce sont deux manières de produire de la connaissance, de produire des savoirs autour d'un programme, mais ce ne sont pas du tout les mêmes démarches. D'un côté, la recherche vise à établir des conclusions, à établir des règles, des principes, des lois. L'utilité sociale est indirecte, il s'agit de produire de la connaissance, même si on insiste de plus en plus sur la notion de pertinence sociale de la recherche. La démarche expérimentale est essentielle, c'est une approche en général unidisciplinaire et elle est appréciée au regard des critères habituels de la recherche démonstrative, c'est-à-dire de la solidité, de la robustesse de la démonstration, ça s'appelle la validité interne, et de la portée générale de la démonstration, ça s'appelle la validité externe. C'est une démarche scientifique classique, la démarche expérimentale auquel nous avons été les uns les autres très bien formés dans le monde des sciences de la santé. L'évaluation, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit de produire des informations qui doivent éclairer des décisions à prendre. Il s'agit de porter un jugement de valeur à l'égard du bien fondé ultime d'un dispositif de formation. Et là, clairement, l'utilité sociale, elle est directe. La démarche expérimentale, elle est difficile, elle est même, à certains sens, tout à fait non pertinente. Que signifie, par exemple, l'hypothèse nulle lorsqu'il s'agit de prendre une décision? L'approche, de ce fait, a avantage à être pluridisciplinaire. Et les critères de rigueur sont appréciés différemment. Ils sont appréciés au regard de la crédibilité, c'est-à-dire jusqu'à quel point je peux faire crédit à des informations qui rendent compte d'un dispositif de formation, et au regard de la pertinence. Alors, si on veut revenir sur l'un et sur l'autre, d'un côté, c'est une logique de démonstration, de l'autre côté, c'est une logique de validation de processus qui vise à l'amélioration. Je ne résiste pas à la puissance de la langue anglaise qui, quelquefois, nous offre des raccourcis assez intuitifs. D'un côté, il s'agit de « to prove » et de l'autre côté, il s'agit de « to improve ». Alors, on va donner deux exemples. Voilà ici un article, 2011, Medical Education, une bonne revue des sciences de l'éducation dans le monde de la santé. C'est un programme, on pourrait dire que c'est un micro-programme, puisqu'il s'agit d'apprendre de créer des conditions pour que des étudiants apprennent l'interprétation de l'électrocardiogramme. Alors vous voyez qu'on va comparer trois méthodes, des ateliers, des conférences, et puis de l'apprentissage autodirigé. Et puis on veut essayer de mesurer les apprentissages que font les étudiants et de comparer les méthodes. La méthode de démonstration, c'est de faire une étude randomisée, on fait des pré-tests, on fait des post-tests, on fait des tests de rétention différée des apprentissages, et vous voyez que les conclusions, la conclusion effectivement est énoncée sous forme de lois, de règles, à savoir que dans les conditions expérimentales de l'étude, eh bien, les étudiants qui ont appris l'électrocardiogramme grâce à des ateliers et ou à des conférences ont fait des apprentissages qui sont mesurés à un score supérieur à ceux qui ont appris un petit peu tout seuls. Alors, on pourrait revenir sur la méthode. Le but n'est pas de vous livrer de l'information de contenu, mais d'illustrer ce que c'est qu'une logique de démonstration à l'égard d'un programme, des effets d'un programme. L'évaluation d'un programme, c'est autre chose. Voilà une autre étude qui est un petit peu plus ancienne, qui concerne un programme de formation à la médecine d'urgence en milieu communautaire. Eh bien, cet article, il décrit avec minutie le programme, sa description, sa mise en œuvre, les principes qui sous-jacents à sa mise en œuvre. Et puis les informations recueillies sont obtenues chez les étudiants qui donnent leur avis, quelquefois sous forme d'indicateurs mesurables, mais quelquefois sous forme de données beaucoup plus qualitatives sur un certain nombre d'aspects du programme. Et vous voyez que les conclusions sont effectivement formulées d'une autre manière. Il ne s'agit plus d'une démonstration
qui indique qu'il y a derrière une loi régulière, mais il s'agit bien de conclusions sous forme d'authentiques conclusions, en disant ce programme-là a marché, mais néanmoins il serait utile de l'améliorer au regard du nombre de cas cliniques fournis aux étudiants et de l'ordonnancement de présentation de ces cas cliniques. C'est très important cette décision, cette distinction entre recherche évaluative et évaluation de programme, parce qu'on ne demande pas aux cardiologues qui prescrivent des antihypertenseurs pendant 6 mois de redémontrer sur leur cohorte que le traitement de l'hypertension artérielle est efficace. On ne vous demande pas, en tant que médecin d'urgence, de démontrer sur votre cohorte de malades chez qui vous aurez fait des massages cardio-respiratoires, de redémontrer que le massage cardio-respiratoire, quand il est appliqué d'une certaine manière, est efficace. Par contre, on peut vous demander d'argumenter que vous mettez en œuvre la ressuscitation cardio-respiratoire conformément à des conditions, des principes et des règles qui garantissent sa forte probabilité d'efficacité. C'est vraiment ça la différence entre la recherche évaluative et l'évaluation de programme. Et je crois qu'il faut qu'on ait ces repères-là très précis, parce que sinon ça nous complique un petit peu la vie. Alors, là, précisément, la démarche d'évaluation de programme, elle répond à une démarche en 3 temps. Il va falloir délimiter des champs d'information et des sources d'information relatifs au programme, interpréter ces informations pour être en mesure de porter un jugement à l'égard de ces dispositifs de formation, et on parle bien de jugement de valeur, puisque évaluer étymologiquement, c'est donner de la valeur, et donc il faut dépasser cette dialectique objectif-subjectif, puisqu'un jugement de valeur, c'est toujours relatif. Par contre, l'exigence, c'est de rendre publique l'échelle de valeur. Et toujours, 3e étape essentielle, sinon on n'est pas dans une démarche évaluative, dans le but de prendre les meilleures décisions possibles à l'égard de ces dispositifs. Alors, voilà un modèle d'évaluation de programme qui est raffiné de version en version depuis une 40aine d'années. Il est assez prototypique de certains modèles. Il indique que les informations qu'on va devoir recueillir sur un programme doivent concerner d'abord le contexte, quelle est la problématique pédagogique, quelles sont les finalités du programme, qu'on invite aujourd'hui à formuler plutôt en termes de compétences qu'en termes d'objectifs. Ensuite, quelles sont les ressources qui sont mises au service de ce programme, les modèles, les stratégies mises en œuvre, quels sont les processus, c'est-à-dire quelles sont les activités, les jeux d'acteurs qui vont se dérouler dans le programme. Et puis, bien entendu, quels sont ces résultats en termes d'impact, en termes d'effet, en termes de pérennité, en termes de généralisabilité du programme. Les décisions qui sont à la clé, c'est ici des décisions de planification, l'adéquation des objectifs par rapport aux besoins. Ici, ce sont des décisions de structuration, l'adéquation des stratégies prévues par rapport aux objectifs. Ici, ce sont des stratégies d'application, les stratégies mises en œuvre par rapport aux stratégies prévues. Et ici, ce sont des décisions de nature de revision, l'adéquation des résultats par rapport aux résultats attendus. Bien entendu, il faut être en mesure de montrer que ce qu'on observe est bien lié à ce qui a été mis en place. Sinon, l'évaluation n'a plus vraiment de sens. Donc c'est vraiment une perspective systémique qu'il faut avoir. C'est un modèle d'évaluation qu'on peut contester, qui est un petit peu lourd, mais ça reste le prototype d'un modèle d'évaluation centré sur la prise de décision. Alors, la démarche qualité, on en parle beaucoup. Elle a pour elle le sex appeal un petit peu de tout ce qui nous vient du monde de l'industrie, de la production des biens et du service. Le marketing n'est pas loin derrière. Et vous connaissez sans doute la métaphore de la roue de Deming. Alors c'est une roue qui tourne sur un plan incliné, ce qui veut dire qu'il faut continuer à avancer, sinon on va reculer. Et puis donc on planifie, on fait, on vérifie, et puis on prend des remèdes si ce n'est pas comme on le pensait. Et puis pour éviter que, bien qu'on avance toujours, il y ait des backlash, des retours en arrière, on a prévu, vous le voyez, des cales, pour éviter que la roue ne revienne en arrière. Et la nature de la cale dépend de la logique dans laquelle on se met. Parce que la démarche qualité, c'est un monde. On peut mettre une cale en vérifiant que les résultats sont conformes aux résultats attendus. C'est la conformité des produits, des résultats. Ça peut être la conformité des procédures. Dans ce cas-là, on va parler non plus de contrôle qualité, mais d'assurance qualité. Et puis, ça peut être la conformité des processus, c'est-à-dire de la dynamique, des jeux d'acteurs du monde. À ce moment-là, on parle d'amélioration de la qualité. Et puis, comme on n'est jamais assez ambitieux, eh bien évidemment, on peut avoir la prétention de gérer tout ça en même temps. C'est le concept de gestion par la qualité totale, où on est censé s'intéresser à la fois au processus, aux procédures et aux résultats.
Alors la qualité, bien entendu, tout le monde est pour. Qui pourrait être contre la qualité? Sauf que quand on réfléchit un petit peu plus sur ce que c'est que la qualité, on n'est plus tout à fait d'accord. Certains considèrent que la qualité, c'est ce qui est rare. Et donc, elle ne peut concerner qu'un nombre infini d'institutions ou de programmes. Bon, quelquefois, les grandes facultés dans les grandes villes considèrent que, comme ça ne peut être que la qualité ne peut être que rare, il y a une certaine propension à s'auto-proclamer en, finalement, logique d'excellence. Donc, s'il y a de la qualité dans les grandes villes, peut-être que dans les petites villes, par définition et par nature, il n'y aura pas beaucoup de qualité. C'est une conception qui existe. Je ne nomme personne, vous réfléchissez dans vos milieux. Une autre conception, c'est la qualité en ce qu'elle apporte de valeur ajoutée au développement personnel des étudiants, par exemple. C'est une toute autre conception. Et puis il y a l'idée que, quoi qu'on fasse, la non-qualité n'est pas acceptable. Mais que par contre, il faut être clair sur ce qu'on fait. On pourrait imaginer, par exemple, que dans des grandes villes et dans des grandes facultés, la formation à l'urgence soit conçue par rapport au contexte d'une grande ville, de soins secondaires, de soins tertiaires, où il y a beaucoup de ressources, etc. Et puis on pourrait considérer qu'à Brest, par exemple, d'où je viens, on ait une conception et une formation à l'urgence qui tiennent compte un petit peu plus du milieu communautaire. Dans un cas comme dans l'autre, la non-qualité serait non acceptable, mais les missions confiées à chacun des programmes seraient différentes. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de cette conception pyramidale qui considère que il y a des grosses villes, il y a des grosses facultés, et puis il y a des petites, et puis il y a les petits qui sont forcément moins bons. Alors, on en arrive à quelques recommandations que je vais formuler sous forme de questions. D'abord, la première chose, c'est de se demander à qui l'évaluation est destinée, ce qu'on appelle les parties prenantes. En voici quelques-uns, et c'est sûr que le doyen, ou les personnels de scolarité, ou les gestionnaires, et vous en avez vu quelques-uns tout à l'heure à la tribune inaugurale, ils n'attendent pas les mêmes informations par rapport au programme. La deuxième question, c'est quelles questions précisément intéressent chacun de ces destinataires identifiés? Alors, par exemple, les besoins et les attentes d'apprentissage sont-ils satisfaits? Ça intéresse certaines des parties prenantes. Quelles activités du programme méritent d'être améliorées? À quelle catégorie d'enseignants va-t-il être nécessaire d'offrir une assistance pédagogique? Ça intéresse d'autres parties prenantes du programme. Par contre, quels enseignants méritent de recevoir une promotion? À quel secteur du programme va-t-il falloir mettre davantage de ressources financières, de ressources en personnel? Ça intéresse d'autres parties prenantes. On parle dans certains cas d'évaluation formative du programme. On parle dans d'autres cas d'évaluation sommative du programme, l'une faisant référence à la fonction pédagogique de l'évaluation et l'autre à la fonction administrative du programme. Jacques en a parlé tout à l'heure concernant l'évaluation des apprentissages, c'est une distinction qui reste très, très classique. Elle a en fait été forgée initialement par Scriven autour de l'évaluation des dispositifs de formation. Voici un extrait d'article qui date d'une dizaine d'années, auquel vous pourrez vous y référer, et qui illustre, je n'ai pas fait la traduction, mais vous êtes capable de lire, par rapport aux différentes parties prenantes, le gouvernement, les directeurs d'hôpitaux, les doyens, les assureurs, les cliniciens, les étudiants et leurs familles, les patients, qui formulent un certain nombre d'informations qui sont attendues par les uns et par les autres, et ce ne sont pas du tout les mêmes types d'informations. Donc cette notion de à qui est destinée l'information, quel usage on va en faire, c'est une question qu'il faut absolument se poser parce que ça va conditionner la nature des lunettes qu'il va falloir prendre pour aller regarder les dispositifs de formation. Et puisqu'il s'agit de lunettes, eh bien effectivement, quelle approche d'évaluation? En gros, on peut dire qu'il y a trois types d'approches. Il y a une approche qui est centrée sur les objectifs du programme dont on va aller vérifier qu'ils sont satisfaits ou pas. Ça a sa légitimité, mais il faut se méfier d'une approche centrée sur les objectifs, et notamment des objectifs mesurables, parce que presque toujours, pour ne pas dire toujours, on va finir par regarder ce qui est facile à mesurer plutôt que ce qui est important à évaluer. Presque toujours, pour ne pas dire toujours. Alors on peut se centrer sur les processus, les jeux d'acteurs, la dynamique. Ce sont des démarches complexes, consommatrices de temps, de ressources, qui produisent des résultats qui sont quelquefois difficiles à interpréter, mais ce sont des résultats tout à fait essentiels. Et puis on peut se centrer sur les participants au programme, et là je voudrais rappeler quelque chose d'important, c'est qu'on a toujours tendance à penser que le programme il doit avoir des effets sur les étudiants. Or un programme, un dispositif de formation, ça a des effets sur les professeurs,
ça a des effets sur les gestionnaires, ça a des effets sur le personnel de soutien dans nos écoles et dans nos facultés, ça a des effets sur les institutions elles-mêmes, quand on parle de rendre compte de la valeur et de la qualité d'un programme de formation. C'est tout ça qu'il faut éventuellement aller observer. Bon, je vais peut-être passer plus rapidement sur la manière de documenter les questions d'évaluation identifiées. Il va falloir choisir les sources d'information, les personnes, les documents, quels indicateurs quantitatifs, qualitatifs, quels protocoles, à l'aide de mesures, à l'aide d'entretiens, à l'aide d'entretiens de groupe, à l'aide d'un certain nombre de choses, réfléchir à la rigueur un petit peu des informations produites, selon qu'elles soient quantitatives ou selon qu'elles soient qualitatives. L'exigence de rigueur n'est pas moindre ni dans un cas ni dans un autre, mais ce ne sont pas les mêmes critères de rigueur. Et puis, qui va recueillir et analyser les données? Et là, attention, conflit d'intérêts, attention, conflit hiérarchique. Et quand je parle de conflit d'intérêts, je voudrais simplement rappeler qu'il se trouve que j'ai l'honneur d'être responsable d'un service de médecine interne de pneumologie où on a débusqué l'affaire du Mediator. Donc les conflits d'intérêts, vous voyez que c'est quelque chose auquel je peux être très sensible. Enfin, la restitution du processus décisionnel, c'est quelque chose de fondamental. Une évaluation qui aboutit à la compilation, à l'archivage d'informations qui vont dormir sur des étagères, qui ne sont pas exploitées au service de la prise de décision. On est dans une activité qui est du greffier et de tribunal, mais on n'est pas dans une activité d'évaluation des dispositifs de formation. Donc, les parties prenantes et les sources d'information doivent être convaincues que leur point de vue a été pris en compte. Le processus décisionnel doit être au service d'une stratégie institutionnelle, d'une stratégie à l'égard du programme. Les résultats doivent être retournés aux participants et leur impact sur les décisions prises doivent être argumentés. Enfin, s'il y a des professeurs qui sont en difficulté dans le programme et que vous ne prenez pas des mesures d'assistance, de soutien pédagogique à leur égard, à nouveau, vous n'êtes pas cohérent par rapport à la logique d'évaluation de programme. Alors, on peut rêver d'une vie simple. Où, concernant la notion de programme, de formation, on considérerait que tout est connu dans la dynamique enseignement-apprentissage. On en connaît tous les déterminants. Les relations causales sont simples. Chaque fois qu'un professeur fait quelque chose, l'étudiant apprend d'une certaine manière. Et puis les besoins de santé, les besoins d'apprentissage, ils sont définis avec précision, de façon très univoque. Sauf que la vraie vie, comme disait Jacques tout à l'heure, nous rattrape souvent, et que la vraie vie, elle est complexe, et que les déterminants de la dynamique enseignement-apprentissage sont multiples, que les causalités entre les interventions pédagogiques des professeurs et formateurs et les apprentissages que font nos étudiants, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, ce sont des causalités complexes, circulaires, que par ailleurs les besoins à couvrir, les compétences visées, les apprentissages à construire, ce sont des choses qu'il faut envisager d'un point de vue très éclectique. Et là encore, il faut se garder de l'idée qu'il y aurait des apprentissages de nature très générale qui pourraient être ensuite transférés dans des contextes multiples. La spécificité des apprentissages, c'est finalement bien souvent la clé de la qualité des apprentissages. Alors si la vie était simple, notre rôle serait simple aussi, puisque le but visé, ce serait de mettre en œuvre le bon programme. Mais si la vie est plus complexe, si la vraie vie est ce qu'elle est, ça va être plus compliqué pour nous parce qu'il va s'agir de mettre en œuvre un programme cohérent parmi tous ceux qui sont possibles, cohérent avec les valeurs de l'institution, cohérent avec nos convictions pédagogiques et cohérent avec nos contraintes et nos ressources. On pourrait aussi rêver d'un monde idéal où les dispositifs de formation évalués grâce à une démarche méthodique et systématique produiraient à tout coup chez les étudiants qui en bénéficient des apprentissages constitutifs de compétences qu'on pourrait elles-mêmes certifier et sur la foi desquelles on pourrait délivrer des autorisations d'exercice. Et on pourrait arriver d'un monde idéal où, nantis de ces compétences, les professionnels de santé délivreraient des soins optimaux et un monde idéal toujours où les soins optimaux produiraient chez les patients toujours les effets attendus. On pourrait rêver d'un monde idéal, sauf que la réalité, c'est que la filiation causale entre chacun de ces maillons est très, très, très loin d'être documentée. Et ça permet, par exemple, d'avoir un regard sur certaines échelles d'évaluation. Vous savez, on parle toujours de l'échelle de Kirkpatrick qui nous enjoint
de documenter nos dispositifs de formation à l'aune de ce qui serait observé chez les patients, en disant que ce serait le monde idéal, sauf que le monde idéal, il est quelquefois bien difficile à mettre en œuvre, et on voit bien que les déterminants entre les interventions pédagogiques et les apprentissages qui se développent sont tellement dilués dans un tas d'autres déterminants qui ne sont eux-mêmes pas connus, qu'on peut se condamner comme ça à faire des études qui tout simplement vont manquer de puissance et qui ne vont pas mettre en évidence des effets qui pourtant sont bien réels. Donc j'espère avoir convaincu que quand il s'agit de rendre compte de la qualité ou de la valeur des dispositifs de formation que les uns et les autres nous mettons en œuvre, il y a plein de questions qui se posent. Il y a des questions d'ordre méthodologique qui concernent les sources d'informations qu'il va falloir explorer et les moyens qu'il va falloir mettre en œuvre. Il y a des questions d'ordre ontologique qui concernent la nature des retombées à évaluer. Qu'est-ce qu'on veut aller observer? Qu'est-ce qu'on veut aller observer comme effet, comme impact? Les impacts attendus, les impacts qui n'étaient pas attendus. Il y a des questions d'ordre épistémologique, c'est-à-dire comment il va falloir appréhender la signification de ces informations. Mais je voudrais simplement, surtout vous avoir convaincu il va surtout s'agir pour nous d'être en mesure, le moment venu, de rendre public et d'argumenter au nom de quoi nous avons pris des décisions d'implantation de programmes parmi plusieurs hypothèses raisonnables possibles. Et en cela, l'évaluation des dispositifs de formation est fondamentalement un problème de nature éthique. Je vous remercie. Merci Jean de nous avoir d'abord éclairé sur la différence entre recherche évaluative et évaluation de programme, et puis de nous avoir resitué les enjeux de l'évaluation de programme dans un contexte sociétal où nous passons notre temps à être évalués, à évaluer, enfin on ne sait plus où on en est de l'évaluation, d'autant plus que tu as signalé quelque chose de fondamental, c'est que dans une évaluation, l'usage des résultats nous échappe toujours. C'est-à-dire qu'on se dit où sont parties les données que j'ai mis à disposition, et donc nous rappeler qu'une des négociations essentielles de l'évaluation de programme, c'est d'abord de discuter à quoi serviront les résultats, me paraît salutaire. Merci beaucoup Jean pour ce recentrage de ce qui est une évaluation de programme qui concerne et concernera probablement de plus en plus les CESU, et donc peut-être appel, question de clarification, l'évaluation de programme au sein des CESU, modalités. Oui. Ce n'est pas une question, mais je voudrais que Jean Joucan m'éclaire sur ce qu'il entend par conviction pédagogique. C'est un mot que j'ai retenu dans l'une de ses dernières diapositives. Oui. Il a dit qu'il fallait en tenir compte dans la manière dont on élaborait le programme d'évaluation. Alors, je vais être caricatural, mais on peut, en tant que doyen, comme vous l'avez été, en tant que responsable de DES, de diplôme d'études spécialisées, de programme de CESU, de programme de deuxième cycle, du module 8, du module 9, enfin bref, de tous nos dispositifs de formation, on peut penser nos programmes en ayant ce que j'ai appelé des convictions pédagogiques, par exemple, en étant centré sur une logique d'enseignement, c'est-à-dire la logique qui privilégie le modèle du professeur qui enseigne en transmettant des contenus dont il a la responsabilité de la validation, le modèle transmissif, la logique d'enseignement. On peut à l'inverse s'adosser à la conviction, ce que j'appelle la logique d'apprentissage, qu'il vaut mieux penser nos formations par rapport au modèle qui privilégie le rôle de l'étudiant qui apprend à partir des questions que ses professeurs et ses pairs l'aident à se poser. Les deux positions sont légitimes. Vous voyez bien de quel côté je penche, mais en tout cas, les unes et les autres ont leur cohérence interne. Si on est dans la logique d'enseignement, eh bien, on va trouver qu'un dispositif d'enseignement cohérent, c'est un dispositif où tout le temps des étudiants est rempli avec des cours qui se déroulent harmonieusement de 8h à midi et de 14h à 16h, où il n'y a pas trop de creux, parce que quand il y a des creux, ça veut dire que les étudiants ne font rien, puisqu'il n'y a pas d'enseignement. D'accord ? Donc si on est dans cette logique-là, on va penser les activités d'enseignement, les activités d'évaluation d'une certaine manière. Et si on est en cohérence, pour moi, c'est correct. Bon, il y a des limites à ce dispositif, elles sont bien connues, mais si on les accepte, on peut vivre avec ça. À l'inverse, si on est dans l'autre dispositif, la logique d'apprentissage, on va regarder les programmes avec d'autres lunettes.
Et là où les temps creux, les creux dans les emplois du temps étaient vus comme des inconvénients avec la première logique, ça va devenir des avantages à condition que les temps creux dans l'emploi du temps soient des temps où l'étudiant fait les apprentissages en travaillant tout seul, pour autant qu'on ait préparé ces moments d'apprentissage. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut penser des dispositifs de formation avec des convictions différentes et que la première exigence, c'est la cohérence. Après, certains dispositifs ont plus de limites que d'autres au regard de ce que nous apprennent aujourd'hui les sciences de l'apprentissage, mais la première exigence, pour moi, c'est l'exigence de cohérence, parce que quand on envoie aux étudiants des signaux contradictoires, des injonctions contradictoires, collectivement, ils sont très stratégiques pour tirer le dispositif d'une façon globale vers le moins-disant, et on se retrouve en tant qu'enseignant complètement piégé. Donc c'est ça que je voulais dire en parlant de conviction pédagogique et de cohérence par rapport à ces convictions pédagogiques. Merci. Christine, est-ce qu'on peut avoir le micro, s'il vous plaît? On est quand même, justement, par rapport aux étudiants dont vous parliez, des convictions pédagogiques, on reste un peu piégé par les contraintes facultaires et l'examen national classant. Je disais qu'en termes d'évaluation, avec nos convictions pédagogiques centrées sur l'apprenant, on est quand même piégé à un moment ou à un autre. Vous parliez du moins-disant et on est coincé par l'évaluation finale qui ne nous convient pas du tout et à laquelle néanmoins on est censé préparer les étudiants. En tout cas, c'est ce qu'ils nous demandent. Et on est dans cette dans cette ambiguïté qui fait qu'on a envie de continuer et de garder nos convictions pédagogiques avec derrière, entre guillemets, une sanction vis-à-vis des étudiants. Alors, vous avez réglé cette ambiguïté comment? Parce que si vous l'avez réglé, on prend. Non, mais oui, mais non. Là, j'ai dépassé mon désespoir, c'est tout ce que je peux dire. Bon, sauf que les choses ne sont pas vissées coulées dans le bronze une fois pour toutes, que dans cette salle, il y a des doyens, des anciens présidents d'université, que les choses peuvent changer, voilà. Bon, en tout cas, ce sont des contraintes, mais même avec ces contraintes, on peut prendre des décisions qui essaient de ne pas trop brader nos principes pédagogiques avec les ressources qu'on a. Bon, les contraintes, elles sont ce qu'elles sont. Les contraintes qui sont les contraintes qui sont des contraintes socialement construites et imposées ne changent rien à la manière dont les étudiants apprennent. D'accord. Les questions peuvent venir aussi sur l'intervention de Jacques Tardif, bien entendu, puisque là, du temps nous est accordé pour des échanges et d'autres questions, où Jacques peut intervenir comme point de vue sur l'intervention de Jean. Pendant que des questions se préparent, j'émettrai le vœu que dans l'avenir, on écoute les experts en pédagogie médicale pour élaborer les méthodes d'évaluation dans nos facultés. Pour le moment, on est loin du compte, mais je peux confirmer à Jean Joucan que le souhait des doyens va tout à fait dans son sens. C'est clair qu'on a des dispositifs, comme le disait Christine, qui pour le moment ne nous permettent absolument pas de remplir les objectifs que nous avons en matière de qualité de formation. Et Christine voudrait intervenir. Elles diminuent, ne les remplissent pas, on fait ce qu'on peut. Et on garde nos convictions, mais elles sont plus difficiles à mettre en œuvre, c'est tout. Voilà, on voit comment la réflexion CESU, déjà, contamine la réflexion facultaire. Vous voyez, Oui. On collabore étroitement. Voilà, bien sûr. Alors, non, moi j'ai une question. Pour Monsieur Tardif. Vous avez parlé des connaissances déclaratives et des connaissances procédurales, donc puisqu'on a l'occasion d'en reparler, et vous nous avez dit à quel point, finalement, si j'ai bien saisi, vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de lien entre les deux et que si on imaginait que les connaissances déclaratives allaient aider sur les connaissances procédurales, on se trompait. Est-ce que ça veut dire par là, c'est ce que j'ai... Oui, c'est un peu direct, mais en tout cas qu'il fallait accorder, alors je vais dire différemment, que le lien entre les connaissances déclaratives et les connaissances procédurales n'était pas aussi évident qu'on voulait bien le dire, et qu'en conséquence, est-ce que ceci signifierait que cette grande théorie qui consiste à dire apprenez vos cours en médecine par exemple ou ailleurs, apprendre d'abord et faire après, c'est quelque chose qui est totalement obsolète compte tenu des travaux actuels?
Est-ce que je peux me permettre... Vous m'interdirez d'intervenir comme ça si ce n'est pas pertinent, mais de demander, puisqu'on a Jacques Tardif, de nous rappeler un peu la définition de ce que c'est qu'une connaissance procédurale, d'une connaissance déclarative. Enfin, je me permets, mais c'est... Mon Dieu, vous utilisez 1, 2, 3. Je crois que je vais changer. Ah, ça y est. C'est parce que vous utilisez parfois certains qualificatifs qui me font réagir comme ça, comme obsolète, mais pour faire quelque chose, je vais répondre à votre question après, mais je vais passer par la dernière question. En psychologie cognitive, les gens utilisent ce formalisme qui est connaissance déclarative, connaissance procédurale, et certains d'entre eux, dont moi, connaissance conditionnelle, mais restons avec les deux premières. Puis il y a des gens qui travaillent avec savoir, savoir-faire, savoir-être. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'un pédagogue a encore rêvé à quelque chose? Alors, il y a un lien étroit à faire, et très, très étroit. On pourrait même dire que c'est presque synonyme, si vous voulez, entre ce qui est déclaratif, connaissance déclarative, et le savoir. On pourrait s'entendre là-dessus. Et moi, je n'ai pas tout à fait fini de répondre à la dernière question, mais ce que j'ai dit dans la conférence, c'est... je vais continuer à sa question. Savoir, connaissance procédurale, vous pouvez faire un lien avec le savoir-faire. Mais là, il y a quelques nuances parce que dans la tête des psychologues cognitivistes, enfin ceux de la première et de la deuxième génération, les savoir-être sont quelque chose aussi qui est dans... On peut procéduraliser... des attitudes, si vous voulez. Je ne vous connais pas, si je m'adressais à des psys, je ne dirais jamais ça, mais à des médecins, je vais le dire. Et donc, on peut reconnaître que dans la mise en œuvre d'attitudes ou de savoir-être, guillemets, il y a des séquences d'action que les gens les répètent, et voilà. Donc, mais l'idée que les psychologues cogniticiens ont dans la tête, c'est que, par exemple, quand moi je suis un cours théorique sur la pathophysiologie avec Mme Christine qui est là, ce que j'entends d'elle et toutes ces théories, ces éléments conceptuels qu'elle présente, je les code d'une manière particulière en mémoire. À la limite, vous pourriez penser que si je suis quelqu'un d'assez efficace dans l'apprentissage, je fais comme une grande carte conceptuelle avec tout ce qu'elle raconte, je mets de l'ordre et tout, et voilà. Donc, c'est bon, c'est utile pour répondre à des questions d'examen, si vous voulez, mais là, je laisse ça à Jean Jucan, mais et on dit, ça permet de comprendre quelque chose, mais ça ne permet pas d'agir. Ça vous donne des outils pour réfléchir. Ça pourrait vous donner des outils pour, après avoir agi, commencer à réfléchir sur vos actions. Mais si vous voulez que quelqu'un mette en œuvre des actions, quelque chose de procédural, qu'on appelle en psychologie cognitive des séquences d'actions, vous devriez emmener l'étudiant à mettre en œuvre des séquences d'actions et à coacher ou à entraîner les séquences d'actions, parce que si vous avez l'idée que vous enseignez des théories à quelqu'un et qu'un jour il va mettre ça en œuvre, si vous avez cette conception pédagogique, entre vous et moi, tous les psychologues de la Terre seraient les meilleures personnes et certainement les meilleurs conjoints ou les meilleures conjointes. Ce n'est pas toujours le cas, je pense. Parce qu'ils connaissent toutes les théories de la relation humaine, de la communication, machin comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas transféré ça. Et puis, ce bon Schoen, pensée réflexive et tout, lui a quand même eu le culot d'aller jusqu'à dire, vous savez, ces gens qui apprennent, je fais court un peu, de la théorie jusqu'à la pratique, et où on pense qu'ils vont appliquer de la théorie dans la pratique, quand on les observe, ils ont une forme de pensée algorithmique. Ils font toujours un peu plus de la même chose. Si le problème ça devient plus grave, ils font encore la même chose. Si ça ne se résout pas, ils font encore la même chose. Et que, dans le fond, nous rêvons tous, j'imagine, que le professionnel soit dans une logique heuristique et qu'à partir d'actions sur lesquelles on a réfléchi, on ancre de nouvelles connaissances. Alors, si j'ai encore une minute, dans l'enseignement des langues secondes,
On observe maintenant, au Québec, on voit quelque chose comme ça, notamment dans le monde francophone. Les élèves à l'école primaire n'apprenaient pas d'une manière aussi efficace, pour le dire de cette manière-là, l'anglais langue seconde, avec des cours X heures semaine. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est ce qu'ils appellent l'anglais intensif. Donc, par exemple, en 5e année, chez nous, l'année scolaire, ça dure 180 jours pour les élèves. Quand ils ont 11 ans, 90 jours sont vécus en anglais. Mathématiques, histoire, géographie et tout. Et au terme de ça, les enfants sont passablement bilingues, en tout cas plus qu'ils l'étaient quand ils faisaient 1 heure ici et là. Mais dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est pas seulement écouter des règles, des principes qu'ils ont mis en œuvre, mais ils ont agi dans les maths, dans l'histoire et tout. Et l'enseignant décontextualise avec eux. Bon, alors, c'est cette mécanique-là, dans le fond. Il y a beaucoup cette logique de maître-apprenti, mais dans le maître-apprenti de l'ancien, enfin, plus ancien, le maître n'explicitait pas les connaissances, alors que maintenant, on dit, attention, une des clés, c'est expliciter. Oui, il est là. Merci. Ali Chadli, doyen de la faculté de médecine de Monastir et cercle des experts de la CIDMEF. Concernant l'intervention de M. Jacques Tardif, je dirais qu'il y a toujours une part de transfert des apprentissages entre les connaissances déclaratives et procédurales et conditionnelles, sachant que c'est une condition nécessaire mais insuffisante. Par rapport à l'intervention de M. Jean Joucan, j'ai été interpellé par votre définition du concept de compétence. Vous vous rappelez, on était ensemble à Montréal et on avait convenu que la compétence était un savoir-agir adapté à une situation donnée. Alors pourquoi j'interviens? Parce que j'ai peur que la définition que vous donnez, ou que vous avez donnée, ne nous fasse amener juste sur le terrain du savoir-faire, les skills, parce que vous avez dit ce qu'on sait faire, alors que, sachant que c'est un savoir-agir adapté, qui va impliquer dans le jargon classique le savoir, savoir-faire, savoir-être et faire savoir, et dans le jargon moderne de la pédagogie cognitiviste, c'est les connaissances, évidemment, déclaratives, procédurales et conditionnelles. J'aurais voulu écouter de votre part une réaction à mon intervention. Merci. Alors, j'ai pris le soin, vous vous en souvenez sûrement, de dire que ma présentation était didactique et donc nécessairement réductrice. Bon, je ne prétendais pas donner une définition complète de la compétence. Bon, et j'utilisais le mot savoir-faire avec ce que l'on sait, au sens générique où l'a utilisé Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire il y a de l'action dans le domaine cognitif, il y a de l'action dans le domaine des attitudes, il y a de l'action dans le domaine des émotions, il y a de l'action dans le domaine de la communication interpersonnelle. Je ne réservais pas du tout le savoir-faire au domaine psychomoteur, des habiletés techniques, pas du tout. C'était utilisé d'une façon beaucoup plus générale. D'accord. Bonjour. Quand je parle dans le micro, tout le monde m'entend. Voilà, exactement. Vous avez utilisé les 3 termes contextualisation, oui, décontextualisation, recontextualisation, mais pas dans cet ordre-là. Ah, voilà. J'ai manqué 1 minute. Et quelque part, je pense que c'est intentionnel de ne pas l'avoir utilisé dans cet ordre-là, de votre part. Et donc juste, je voulais essayer de comprendre encore mieux l'intention que vous aviez. Oui, j'avais une intention cachée, mais vous êtes de quelle formation, vous? Alors, bon, j'ai mentionné l'idée... Les gens, en général, si on leur posait une question par rapport au transfert des apprentissages, les gens répondraient « Ah, c'est une question de généralisation ». Et notamment en psychologie cognitive, les gens disaient « Attention, c'est une question de particularisation ». Et dans le fond, on particularise à un contexte et ensuite à un autre, et ensuite à un autre. Et quand il y en a un certain nombre, bon, on ne peut pas dire de chiffre magique, mais disons entre vous et moi, 3 plus ou moins quelque chose, on arrive avec la personne à dire « Ah, il y a quelque chose qu'on pourrait ici généraliser, ou quelque chose qu'on pourrait monter de niveau, si on veut s'exprimer comme ça. » Alors, moi, j'argumente la logique
contextualisation, recontextualisation, décontextualisation, mais je serais tout à fait d'accord avec des gens qui diraient oui, mais après avoir contextualisé, étant donné l'environnement d'apprentissage, le temps et tout, je devrais décontextualiser. Nice. Vous avez fait quelque chose qui permet à l'étudiant ou à l'étudiante d'ancrer l'apprentissage et qui fait sens, parfait, après. Mais si vous ne recontextualisez pas, et j'étais quelqu'un qui travaille avec vous sur l'apprentissage, je dirais, vous faites beaucoup confiance aux apprenants pour le transfert. Mais on pourrait faire ça. Hein? Ah oui, je voulais dire au monsieur de Monastir, dont j'oublie toujours le prénom, vous avez raison qu'il y a un passage de connaissances déclaratives à des connaissances procédurales. On n'en sait pas la quantité et tout. Et à la limite, on pourrait dire, s'il n'y avait pas ça, peut-être que personne d'entre nous serions ici, y compris moi-même. Jean, tu nous as éclairé sur l'évaluation de programme. Les CESU ici représentés ont connu une évaluation de programme parce que pour être CESU, il faut procéder d'une évaluation de programme de type certificative. Que dans l'analyse de la littérature, ta connaissance et éventuellement ton point de vue personnel, quelle crédibilité accordes-tu au processus d'auto, au sens participation active des acteurs à produire leurs propres objectifs, leurs propres modalités d'évaluation, et finalement par rapport à des formes d'évaluation plus externes, liées à des critères un tout petit peu externes par rapport. Donc, bon, si on voulait développer une typologie des pratiques d'évaluation de programme, il faudrait beaucoup plus de temps, mais par exemple, l'accréditation des programmes de formation telle qu'elle est pratiquée notamment en Amérique du Nord, qui est une des procédures d'évaluation de programme les plus répandues, notamment dans le monde de la santé, comporte à la fois une démarche d'auto-évaluation et une démarche de validation externe. Si on veut transposer ce qu'on sait de l'auto-évaluation comme capacité générique, dont on sait maintenant qu'elle est beaucoup plus médiocre que ce qu'on l'a un petit peu postulé pendant longtemps, puisque un petit peu je parle sous le contrôle de Jacques, là, mais avec les concepts de la pédagogie d'adulte qui avait mis l'autonomie comme une caractéristique consubstantielle du passage à l'état adulte, ces travaux-là, qui étaient d'ailleurs essentiellement de nature rhétorique, sont aujourd'hui battus en brèche, et on sait bien que la capacité d'auto-évaluation, globalement, est médiocre. L'esprit humain n'est pas bon dans l'auto-évaluation, et que c'est à tel point que, concernant les apprentissages, mais je pense qu'on peut faire la transposition, on parle maintenant de non plus de self-directed learning, mais de directed self-learning. Donc l'auto-apprentissage doit être dirigé. Je pense que pour l'évaluation de programme, c'est pareil. La rétroaction par des sources extérieures me paraît un élément incontournable. Bien, écoutez, je me retourne vers Thierry Pellachia pour savoir si nous sommes dedans. Mais parfait, hein. Voilà, petit feedback positif. Ce qui fait que je vais remercier sincèrement Jacques Tardif et Jean Joucan de leur intervention qui a... Voilà, qui ouvre particulièrement bien les thématiques qui vont être abordées, déclinées dans les ateliers et autres conférences. Merci beaucoup à eux.